C'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV présenté ce soir par Mickaël Texier. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. C'est la grisaille qui est attendue tout au long de la journée dans nos deux départements avec de la pluie aussi dans l'après-midi. Des températures stationnaires, la minimale sera de 9 degrés et la maximale de 13 degrés. À la une de notre JT, des résidents sans ascenseur depuis plus de 10 jours. Et oui, c'est le désarroi dans cette résidence de La Riche, d'une résidence de 6 étages. La panne n'a que trop duré pour ses habitants, personnes âgées et certains malades qui se retrouvent sans solution en cause d'une pièce défaillante que le prestataire tarde à changer. En attendant, le quotidien est difficile, vous verrez. Ils ont décidé de se passer du stress de l'orientation et pour cause, à 16 ans, ces deux amis ont quitté les bancs du lycée pour créer leur entreprise à Tours, une concession automobile spécialisée dans les voitures sans permis, très prisée des adolescents. Et notre premier invité milite pour un droit à mourir dans la dignité. Alain Fiévet sera sur notre plateau alors que la loi fin de vie votée par les députés repasse devant l'Assemblée après avoir été détricotée par les sénateurs. Pour une première, c'était une réussite. L'Urban Trail de Tours a rassemblé 3000 coureurs ce dimanche. Au programme, une course dans des sites insolites, le CCCOD, le Grand Théâtre et ravitaillement au cœur d'un EHPAD un dimanche d'effort et de fête. Et puis notre rubrique On vous répond avec la question du soir. Visiter l'île depuis Tours, est-ce possible pour un week-end? La réponse, c'est oui, mais on y reviendra en détail avec Alexandre Marceau, notre travel planner, qui sera avec nous à la fin de ce journal. Mais d'abord, Mickaël, on démarre ce journal avec cette info qui vient de nous parvenir. Oui, on connaît la date du procès des parents d'Inas Touloub, la petite martyre de l'Addis. D'après nos confrères de la Nouvelle République, citant une source proche du dossier, ils seront jugés devant les assises de Blois du 9 au 27 novembre prochain. Ils devront répondre d'actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de complicité de crime. Le corps d'Inas avait été retrouvé en août 1987 le long de l'Addis, à hauteur de la commune de Suèvre. Depuis bientôt 3 semaines, l'ascenseur d'un immeuble de 6 étages est en panne à La Riche. Et les résidents n'en peuvent plus. Les plus fragiles, surtout malades ou âgés, se retrouvent démunis. Le prestataire ne dispose pas de la pièce de rechange nécessaire à la réparation anormale, selon eux. Et selon la Confédération nationale du logement d'Indre-et-Loire, qui pointe aussi du doigt le bailleur social Val Touraine Habitat. Léa Turquier. Madame et Monsieur Couton habitent au 2e étage de cet immeuble, des étages devenus maudits car depuis bientôt 3 semaines, l'ascenseur ne fonctionne plus. J'ai quand même 80 ans maintenant. Remonter les packs d'eau 2 étages, ça tire aux jambes. Et ma femme, elle ne peut pas monter. Ou difficilement, elle est obligée de s'arrêter 1-2 fois pour monter 2 étages. Elle en a au moins pour 1 heure, 1 heure et demie avant de s'en remettre. Des difficultés partagées par de nombreux locataires. Pour certains, monter leurs courses, sortir leurs poubelles ou simplement aller chercher leur courrier devient tout de suite plus compliqué. Bon, c'est pénible parce que, surtout pour les grosses charges à emmener, bon, je sais bien qu'il faut faire un peu de sport, il faut monter les escaliers, mais il y a un moment, c'est très fatigant. Il n'y a aucune solution, quoi. Moi, j'aide ma voisine comme je peux, ma fille aide ma voisine, et après les autres voisins, ils sont âgés. Voilà, ils mettent longtemps pour monter, pour descendre. Pour eux, c'est compliqué avec leurs problèmes de santé. C'est pas normal, en fait. En cause, une panne des cartes électroniques de l'ascenseur. Un problème qui, en temps normal, aurait dû être résolu dans les 48 heures par le prestataire engagé par le bailleur du logement. Les délais sont exprimés en heures. Et là, vous voyez, on n'est plus en heures, on n'est même plus en jours, on n'est même plus en semaines, on est presque en mois maintenant. Il y a un contrat, il n'y a pas que les locataires qui doivent respecter les contrats. Les prestataires aussi doivent respecter les contrats. D'après le bailleur Val Touraine Habitat, ces cartes électroniques sont très difficiles à trouver. 2 ont déjà été remplacées le 3 février dernier, mais une 3e est également défaillante. On rencontre une difficulté, il est vrai, d'approvisionnement de pièces détachées. Les délais sont extrêmement longs pour se réapprovisionner. Donc chacun de notre côté, on essaye effectivement de reconstituer nous du stock sur ces appareils-là et les prestataires également. Val Touraine Habitat affirme qu'il est possible de contacter leur agence pour demander des services de portage de courses notamment. Pour le moment, aucune date de retour à la normale n'est prévue. Le quartier du Sanitas a été le théâtre de 2 incendies cette nuit. Ouais, 2 incendies d'origine criminelle en quelques minutes, rapportent nos collègues de la Nouvelle République. Le premier, déclenché peu après 4 heures du matin, n'a touché que des poubelles. Le second, un peu plus loin, rue Maurice Bedel, s'est propagé à la façade d'un immeuble. Il a touché le local d'archives du bailleur Tours Métropole Habitat. Une quarantaine de résidents ont dû être évacués. Aucun blessé n'est à déplorer. Les sinistres ont été maîtrisés peu après 6 heures du matin.
Avez-vous déjà envisagé de créer votre entreprise? C'était l'objet de notre question web du jour, Mickaël. Ouais, et puis vous allez le voir, hein, vous êtes prudent puisque 50% d'entre vous nous disent que vous n'avez jamais eu cette idée, mais 50% nous disent que oui. Éventuellement ou alors très sérieusement. Donc la création d'entreprise, quelque chose qui vous trotte dans la tête. Et on va en parler puisque eux n'ont pas fait que se poser la question, ils ont franchi le pas. Et ils l'ont fait sans attendre d'être majeurs. Depuis quelques semaines, 2 amis tourangeaux se sont lancés dans l'aventure de l'entrepreneuriat à seulement 16 ans. Et ils ont désormais la casquette de chef d'entreprise, fini les cours d'histoire, de français et de maths. Leur quotidien, c'est plutôt la vente, la compta et le marketing pour diriger leur concession automobile spécialisée dans les véhicules sans permis. Rencontre. Bonjour et bienvenue chez Bricard Automobile. C'est vraiment l'avantage de cette voiture, c'est que c'est vrai que c'est très maniable. Avec des partenaires, on a fait sticker, nous on pose, et puis après on vend les voitures avec les stickers ou pas selon la demande des clients. À seulement 16 ans, Gabriel et Ulysse manient déjà très bien l'art de la vente. Tous deux ont choisi de faire une croix sur le lycée pour se lancer dans l'entrepreneuriat, la vente et la location de voitures sans permis. Pour cela, les deux jeunes ont déjà investi dans 5 véhicules d'occasion et d'après eux, ça marche plutôt bien. Là actuellement il y en a 3 de loués, mais on est dépassé par la demande. On a eu déjà plusieurs ventes. Au niveau des locations, c'est vrai qu'on a plein de réservations, donc ça c'est incroyable. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à que dès le début, ça prenne autant d'ampleur. L'idée est venue de Gabriel au vu du succès de sa propre voiturette auprès de ses camarades de lycée. Il en parle à un autre élève de sa classe, Ulysse, séduit par le projet. Il faut dire que les deux ne sont pas passionnés par leurs études, alors ils décident de se lancer et de démarcher leur banquier. Il a trouvé ça génial, des jeunes qui se lancent comme ça, le projet il tient la route, il a trouvé ça bien. Donc on a eu de la chance aussi de tomber sur un bon banquier. Qui était réceptif. C'est ça, parce qu'on aurait pu tomber sur quelqu'un qui n'était pas du tout réceptif à ça, et dans ce cas-là, ça complique les choses. Avec 4 000 € d'apport à eux deux, ils parviennent à obtenir un prêt de 48 000 €, de quoi convaincre leurs parents et acheter leur première voiture, ainsi que du matériel de bureau. Oui, allô, bonjour, Ulysse Brimard de chez Bricard Automobile. Nous, nos factures clients, nos factures à nous, et puis le dossier que vous nous avez envoyé, qu'on a complété et puis signé. Bien installés dans leurs nouveaux locaux, les deux associés ont pris leur marque. Ulysse va plus gérer les tableaux Excel et le côté par exemple informatique. Et par exemple moi plus peut prendre certains rendez-vous, gérer la communication. Les deux adolescents ont fait le grand saut dans le monde des adultes. Ils espèrent désormais se développer et agrandir leur parc automobile. Et on reparle du projet de loi fin de vie voté le 27 mai dernier par l'Assemblée nationale en première lecture avant un passage devant les sénateurs courant janvier. La deuxième lecture par les députés a débuté en commission avant d'être étudiée dans l'hémicycle le 16 février prochain. Aller et retour entre députés et sénateurs qui tricotent et détricotent le projet de loi. Pour les militants de l'association ADMD, c'est un peu les montagnes russes. Alain Fievé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association du droit à mourir dans la dignité en Touraine. Vous êtes sur le terrain d'ailleurs à partir d'aujourd'hui et toute cette semaine pour distribuer des tracts. Tous les matins, s'il fait beau, de 10h à midi, plage Jean Jaurès. Eh ben voilà, tout est dit. Les députés ont adopté l'article 2 là en commission, soit l'instauration du droit à mourir. Les mots euthanasie et suicide assisté, proposés notamment par les députés RN ou de la droite plus conservatrice, ont été rejetés. Le fait qu'il n'y ait pas ces mots, pour vous, c'est une déception ou alors ce n'est qu'accessoire? Non, alors, c'était une volonté d'Olivier Falorni dès le départ, lui qui le rapporteur, le rapporteur général à l'Assemblée nationale, qui savait que c'était des mots un peu piégés dans la mesure où nos adversaires tiennent les adversaires de droite et d'extrême droite, comme vous l'avez signalé, tiennent à ce que ce soit dit et écrit de manière à faire peur, en quelque sorte. Vous voyez, il y a le mot suicide et il y a le mot euthanasie qui a été connoté après la guerre 39-45. Donc, voilà, donc il a voulu dire aide à mourir. Alors, pour apaiser dans la sémantique le débat. Dans le texte de loi, tous ces débats ont déjà eu lieu l'année dernière sur le sujet. Ce qui fait que la commission des affaires sociales a dit, bon, on ne va pas y revenir en gros et basta. Et c'est bien comme ça. C'est le texte qui a été voté le 27 mai qui revient là donc à l'Assemblée. Vous citiez la commission des affaires sociales. Au travail de sape des sénateurs. Parce que si les sénateurs avaient voté un texte censé, je dirais,
différent de celui de l'Assemblée nationale et adopté en tant que tel, l'Assemblée nationale aurait dû retravailler sur le texte du Sénat. Mais comme ils ont fait un texte qui aggravait la situation actuelle de la loi Claes-Leonetti en rendant des choses encore plus compliquées. Voilà, ils tiennent vraiment pas, ils se disent proches du territoire, mais ils sont loin des gens. Sont revenus au texte initial. Ils sont revenus au texte initial, ce qui facilite le travail aujourd'hui pour eux. Alors on rappelle, selon les critères, et c'est l'article 4, les critères pour utiliser ce droit... il y a 5 critères. Il y a 5 critères. Il y a le fait d'être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale et présenter une souffrance physique ou psychologique constante qui soit réfractaire au traitement, soit insupportable. Il faut aussi être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Tel que c'est défini, ça vous satisfait, vous, ça ? Oui, alors il faut avoir la majorité aussi, avoir 18 ans, etc. Enfin, donc tout ça est effectivement très cadré. Et alors le dernier point qui est une volonté libre et éclairée, on trouve ça dans tous les textes des pays où il y a une loi de fin de vie. Il faut que les gens, alors là on part, la situation c'est que c'est le suicide assisté, il faut que les gens soient conscients jusqu'au bout. Bon, mais cette conscience, il faut qu'ils s'en soient servis, je dirais, pour s'informer sur les autres traitements possibles. Et soit ils n'en veulent pas, on a le droit de refuser le traitement, soit ça ne leur correspond pas, et ils ont réfléchi à la chose, ce n'est pas un coup de tête, et donc c'est une décision réfléchie, répétée, sensée, informée, ce qui fait que voilà. Alors nous, on aurait pu élargir un peu, parce que c'est réservé aux Français ou aux résidents en France depuis un certain temps. Un certain nombre de Français... oserais-je dire, je m'en occupe quasi régulièrement, souhaitent, par rapport à la contrainte législative française, aller en Suisse ou en Belgique. En Belgique, il faut être suivi par un médecin belge. La DMD France aurait voulu qu'on ait la même chose, la réciprocité, c'est-à-dire que quelqu'un qui est suivi par un médecin français puisse venir chez nous. Bon, mais vu l'absence de qualité de nos lois jusqu'à présent sur la fin de vie, il n'y a aucun étranger qui est venu suivre. Selon un sondage IFOP pour votre association qui vient de paraître, 87% des personnes interrogées souhaitent avoir le choix entre soins palliatifs et aide active à mourir. 67% sont favorables à la création d'un délit d'entrave pour l'aide active à mourir. Bref, les Français sont favorables à cette loi. Les députés, ils l'ont démontré, ils sont favorables à cette loi. Les planètes sont dorénavant alignées pour ce que vous défendez. Oui, j'espère qu'Elon Musk ne va pas intervenir pour troubler les planètes, on ne sait jamais. Mais a priori, oui, normalement dans la logique, puisque le gouvernement semble ne pas être renversé ces jours-ci. Bon, ce qui est rassurant pour que le processus législatif... Parce qu'il y avait eu un retard qui avait été pris à cause des... Voilà, tout à fait. Bon, en plus, il y a eu M. Macron qui avait interrompu tout le 9 juin 24. Alors, donc là, effectivement, dans le parcours, et comme il a été dit dès le départ, ce sera un processus tranquille, il y aura 2 allers-retours. Donc là, on entame le 2e, puisque l'Assemblée nationale, le 20 février, va voter sa 2e intervention sur le sujet. Ça repartira, il y a la municipale au mois de mars, ça repartira en avril ou mai au Sénat, qui va tout casser, redétricoter. Pour se faire plaisir. Et il y aura une commission mixte paritaire, 7 sénateurs, 7 députés, qui ne se mettront pas d'accord. Et le dernier mot sera l'Assemblée nationale, fin juin, début juillet. C'est ce que nous espérons. Bon, vous n'allez pas crier victoire, mais j'imagine que c'est un peu le sentiment que vous ressentez aujourd'hui. Non, j'ai assisté à un débat à la faculté de droit jeudi, il y a quelques jours, avec beaucoup d'intervenants soins palliatifs qui, souvent, sont assez frileux, voire opposés à l'idée d'une aide à mourir, qui partaient de l'idée que la loi va arriver, voilà, qu'il fallait s'y faire. Donc c'est un acquis, presque. Merci beaucoup, Alain. En même temps, il Févé. faut que les citoyens travaillent, les parlementaires, là, qui se sont abstenus, par exemple. Monsieur Labaronne, Madame Tillet, ce serait bien, qui se sont abstenus, ce serait bien que les électeurs leur disent « On attend de vous un vote positif sur cette loi ». On va laisser Monsieur Alfandari de son côté. Merci à vous, Alain Févé. Allez, on va parler course à pied à présent. 3000 coureurs ont participé à la première édition de l'Urban Trail de Tours dimanche. 3000 coureurs sans vous et moi, Mickaël. Non, sans nous. 2 parcours étaient proposés pour découvrir ou redécouvrir la ville entre sport, patrimoine, bibliothèque, CCCOD, grand théâtre. Les participants ont traversé des lieux emblématiques, parfois insolites, avec un ravitaillement par exemple installé au cœur d'un EHPAD. Le tout rythmé par des animations tout au long du parcours. Aurélie Renaud. Il n'y a pas d'ascenseur, pas d'escalator aujourd'hui. Et la vue, elle est gratuite. Bravo! Allez, le trio! Le temps est donné. Des marches, il y en a des centaines. Après l'hôtel de ville, le palais des congrès, des escaliers dans tous les sens. Sur l'Urban Trail, on court 19 ou 9 km.
pour le long run après avoir gravi la côte fleurie et son très beau dénivelé, un ravitaillement. Il se fait au cœur d'un EHPAD avec les bénévoles et les résidents. Sylvie et ses 2 petites filles acclament les coureurs dont certains font partie de la famille. C'est les coureurs, hein, faut applaudir. Hein. Vous les encouragez? Voilà, oui, c'est ce qu'il faut. Hein. Y a mon copain et son ami qui passent, donc on est venu les encourager et on a de la chance, ils passent par les pattes de mamie quand même. Hein. Oui, mais c'est bien de rendre visite aussi aux doyens. Vous avez l'air content? Je suis toujours heureux quand je cours. La course est loin d'être finie. Les 2 parcours passent par la bibliothèque, plus de 250 marches et à l'arrivée, un panorama sur la ville. Ça va. Compliqué? Oh oui. Les marches sont dures? À répétition surtout, oui. Il y en a combien, vous pensez? 628, on a regardé le parcours avant de commencer. Pas l'habitude de courir dans les marches, mais c'est sympa. À 2 pas, au centre de création contemporaine Olivier Debré, on baisse le cardio, c'est obligatoire. Il faut marcher sous la grande nef à travers l'exposition. C'est trop beau, c'est stylé, j'adore. La visite était rapide. Ouais, très. On a un chrono à faire. La foulée doit ralentir un peu plus loin, dans un passage étroit, celui des Cœurs Navrés, rue Colbert. Plus que 2 km, certains choisissent d'accélérer pour passer sous la barre des 1 heure sur le 9 km. Et puis, c'est la ligne d'arrivée, Salles-Grenon. Première expérience pour moi pour un trail urbain. Génial. Je recommande. Magnifique temps, beau parcours. Passage à la bibliothèque, magnifique. C'était trop cool, c'était trop beau, c'était hyper beau. Et on a eu une météo de folie. Plus de 3000 coureurs ont participé à la première édition de l'Urban Trail de Tours. Allez, pour finir ce journal, place à notre rubrique On vous répond avec notre invité Alexandre Marceau, travel planner au sein de Perpète-les-Oies. J'adore ce nom. Bonsoir Alexandre Marceau. Bonsoir. Notre question du soir, visiter l'île depuis Tours. Est-ce possible pour un week-end? La réponse est oui, c'est une bonne idée, notamment pour, pourquoi pas, participer au carnaval de Lille, évidemment, qui fera vibrer la cité nordiste le 28 mars prochain. On en parle ce soir parce que c'est possible depuis Tours d'aller rapidement à Lille. Quel moyen de locomotion? Pour quel prix? Qu'on donne les infos pratiques à nos amis téléspectateurs ce soir, Alexandre? Oui, alors on a la chance, nous, d'avoir le TGV qui nous amène à Lille assez rapidement. En 3h30, 4h, on peut y être avec une petite correspondance à Paris. Sinon, on peut y aller en voiture. Bon, là, ce serait un peu plus long. Hein, par l'autoroute, il faut compter, je sais pas, environ 5 heures. Et en termes de tarifs, alors j'ai fait des relevés ce matin, justement, pour l'émission. Donc, pour les tarifs les moins chers, on sera entre 120 et 160 euros l'aller-retour. En train, du coup? En train, ouais. Très bien. Et en ce qui concerne les tarifs les plus chers, là, on est entre 240 et 300 euros si on s'y prend au dernier moment. Donc, ça dépend de la période à laquelle on y va, pendant les vacances scolaires qui arrivent notamment, où là, ça va être un peu plus cher, j'imagine. Exactement, les ponts du mois de mai et ainsi de suite. Alors, au-delà du transport, est-ce qu'on doit casser cette tirelire pour un week-end dans le Nord? Alors là aussi, j'ai fait mes petits relevés ce matin. Donc, aller on va dire un hébergement hors grande période de vacances ou hors pont du mois de mai, on est allé entre 50 et 100 euros la nuit, donc ce qui est tout à fait correct. Sur les ponts du mois de mai, là aussi, comme partout, ça grimpe. On est plutôt entre 120 et 180 euros la nuit. Bon, Lille, une ville qui est beaucoup demandée, qui est très touristique. Il faut prévoir évidemment un peu en amont, notamment, pour ne pas se retrouver sans hôtel, sans hébergement. Oui, exactement. Donc, toujours anticiper. L'anticipation vous donne le choix. Tandis que si vous y prenez à la dernière minute, vous ne savez finalement pas ce que vous allez réellement payer, vous n'aurez pas le choix. C'est quoi les 3 indispensables à mettre dans sa valise si on décide avec Mickaël vendredi de partir pour le week-end? Alors les Hauts-de-France et les gens du Nord vont pas être contents, mais je pense qu'il faut quand même mettre un petit kawaii, un parapluie. Ouais, ça peut être nécessaire. On les a, c'est ça les 3 indispensables. Exactement, on prend des bonnes chaussures confortables, des baskets. Et aller comme c'est le carnaval, j'ai envie d'emmener un petit masque pour le carnaval. Le carnaval, Mickaël. On va faire la confusion. Au-delà du carnaval, il y a plein de choses à faire. On a vu plein d'images, Alexandre, que vous avez préparées. Alors, vous connaissez sûrement Bienvenue chez les Ch'tis. Hein, vous connaissez la scène d'Annie Boone qui sonne le carillon du beffroi. Voilà, Lille a son beffroi et sa Grand Place. Donc ça, c'est un incontournable à faire et à visiter. Très bien. On peut voir effectivement aussi le vieux Lille, l'ancienne bourse de Lille. Vous avez également une citadelle à Lille, je ne sais pas si vous saviez, en forme d'étoile. Et on peut aussi aller à la piscine Roger Salingro, qui est en fait une piscine art déco, si vous voulez faire un plouf dans une belle piscine. Alors là, on n'est pas tout à fait à Lille, on est plutôt en grande agglomération à Tourcoing. Mais en tout cas, voilà, ça peut valoir le détour. On le voit, elle est là, la piscine art déco, si on veut en profiter.
perpètelesoies.com pour plus d'informations et profiter pleinement de cette belle période avec son masque évidemment. Exactement, oui, c'est mieux. Merci beaucoup en tout cas Alexandre Marceau d'être venu sur notre plateau. Avant de se quitter, Mickaël, rappel du principal titre de ce journal, cette information qui vient de nous parvenir. Ben oui, on connaît la date du procès des parents d'Inès Touloub, la petite martyre de l'A10, d'après nos confrères de la Nouvelle République. Ils seront jugés devant les assises de Blois du 9 au 27 novembre prochain. Ils répondront d'actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de complicité de crime. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal des sports avec Romain Delville. Et nous, on se donne rendez-vous demain à 17h50 pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. Très bonne soirée. Bonne soirée.